Bienvenue sur France 24 pour cette nouvelle édition du Talk de Paris. Une émission enregistrée alors que la bataille de la mondialisation fait rage. Et notre invité, c'est justement Pascal Lamy, le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour. Alors nous enregistrons cette émission à Genève, au siège de l'OMC, une énorme organisation qui a été créée en 1995 et qui regroupe 151 pays sur les bords du lac Léman, 151 pays qui négocient toute l'année des accords commerciaux et en ce moment le fameux cycle de Doha sur les barrières tarifaires. Pascal Lamy, Genève, c'est un endroit idéal pour faire du jogging le long du lac Léman pour vous. Oui, quand on y est, oui, ce qui m'arrive de temps en temps. Mais en tout cas, en ce moment, c'est une période particulièrement difficile parce que vous êtes en pleine négociation de Doha et on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, il y avait pratiquement un blocage total. On était dans l'impasse et vous venez de sortir un nouveau texte de proposition qui a été négocié évidemment avec tous les pays de l'OMC. Est-ce que cette fois, c'est un texte qui est destiné à mettre tout le monde d'accord autour de la table? Est-ce que c'est qui tout double? Non, c'est pas qui tout double, parce que ces négociations qui ont commencé il y a maintenant plus de 5 ans ne sont pas terminées. On n'est pas encore au moment du spasme final. Mais disons, c'est une étape dans une négociation très compliquée qui porte sur l'agriculture, les tarifs industriels, les services, l'antidumping, les subventions à la pêche. Donc il y a beaucoup de sujets. 151 États membres, c'est compliqué à mettre d'accord. C'est une étape qui permettra peut-être, si les propositions qui ont été mises sur la table sont la base de la négociation qui reprendra en septembre, d'arriver vers la fenêtre de la fin de cette grande négociation. Donc peut-être. Mais je disais qui tout double parce que certains pensaient que jusqu'à présent, comme ça bougeait pas, si on n'arrivait pas avec un nouveau texte sur la table, on n'y arriverait jamais. Et le cycle de Doha, on ne sait pas ce qu'il deviendrait. Quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est que ce que vous exprimez là, c'est du bon sens. Quand vous avez 20 sujets... 150 pays à négocier, faut bien à un moment qu'il y ait une proposition de compromis sur la table. Sinon, ça n'avance pas. Et c'est l'objet de ces propositions que les présidents des différents groupes de négociation, pas moi personnellement, mais les présidents des différents groupes de négociation ont mis sur la table. Et maintenant, c'est aux États membres de l'OMC de mâcher ça, de digérer ça, de réagir et de négocier. Mais alors, actuellement, personne n'est content. Ni les Américains, ni les Brésiliens, ni les Indiens, les agriculteurs européens, les agriculteurs américains, tout le monde dit ce projet ne tient pas. On est loin du compte, a dit par exemple l'un des responsables français de la FNSEA. Alors donc, comment vous allez arriver à mettre tout le monde d'accord? Que personne ne soit ravi, c'est normal. Si parmi les 150 États membres de l'OMC, quelqu'un avait dit bravo, c'est que la proposition de compromis n'aurait pas été bonne. Inévitablement, nous demandons aux uns et aux autres un peu plus que ce qu'ils ont mis sur la table jusqu'à présent. Le problème n'est pas tellement que chacun regarde seulement ce qu'il a à payer dans cette négociation, et pour l'essentiel, ce sont les pays développés et quelques grands pays en voie de développement, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui sont concernés, pas les pays les plus pauvres. Il ne faut pas seulement regarder ce que l'on met sur la table, il faut regarder ce que l'on obtient. Et dans l'ensemble, il y a, je crois, avec les propositions qui sont sur la table, des chances raisonnables d'augmenter la croissance de tout le monde, et notamment des pays en voie de développement, et c'est ça qui est prioritaire. Mais quand en France, on voit que, par exemple, ça augmenterait, plutôt ça baisserait les tarifs douaniers de 50 à 70% en moyenne, et donc ça exposerait beaucoup l'agriculture française et même européenne, on dit que ça ne peut pas aller comme ça. C'est aux Européens de se déterminer sur les propositions qui sont sur la table. L'agriculture européenne a fait d'énormes progrès, elle s'est modernisée, elle s'est réformée, elle a la capacité, compte tenu des réformes qui ont été décidées, d'importer un peu davantage en provenance de pays en voie de développement. Pour cet effort supplémentaire, d'abord elle pourra exporter davantage sur d'autres marchés, et l'industrie agroalimentaire européenne est très compétitive. Et puis il y a aussi toutes les possibilités supplémentaires en matière d'industrie, en matière de services. L'économie, c'est une partie agricole pour un ensemble économique comme l'Europe, mais ce n'est qu'une petite partie. Il faut aussi penser au reste. Mais les Américains disent que votre texte est brouillon. Non, les Américains ont dit que c'était un brouillon, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais si vous voulez que les agriculteurs européens et les agriculteurs américains trouvent qu'on leur demande trop et qu'on leur donne pas assez,
ça me paraît pas absolument anormal. Je veux dire, à ce stade de la négociation, si j'étais à leur place, c'est ce que je ferais. Alors on dit que vous êtes donc le grand arbitre de toutes ces négociations, ou en tout cas quelqu'un qui doit essayer de mettre tout le monde d'accord, mais on vous a aussi présenté comme un psychanalyste, une sage-femme, un cow-boy solitaire, un Lucky Luke de l'OMC qui finalement ne sait pas vraiment où il va. Est-ce que vous êtes le cow-boy solitaire de l'OMC, le Lucky Luke de l'OMC ? Si je suis le Lucky Luke de l'OMC, il y a beaucoup de Dalton dans le paysage. Non, c'est vrai, vous avez raison, c'est un peu de tout ça. Ça dépend des moments. De temps en temps, je suis un médiateur. De temps en temps, je suis une sage-femme. De temps en temps, je suis un chef d'orchestre. De temps en temps, je suis un peu inspirateur. Ça dépend des moments. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut écouter beaucoup, faire très attention aux sensibilités particulières des uns et des autres, et parler un peu moins que si vous êtes commissaire européen ou ministre d'un État membre de l'Union européenne. Il faut écouter notamment le président Sarkozy, je crois, qui à plusieurs reprises a trouvé que votre indépendance était peut-être un petit peu contradictoire avec les intérêts de la France. Non, on ne peut pas dire que le directeur général de l'OMC n'est pas indépendant. Je suis indépendant par fonction. Ma fonction n'est utile que si je suis neutre et objectif. Il faut que je comprenne absolument tout le monde. Donc c'est évident que je ne sers pas dans ma position actuelle, les intérêts spécifiquement français, ni même d'ailleurs les intérêts spécifiquement européens, puisque vous savez qu'en matière de commerce international, c'est l'Europe qui négocie comme un bloc. Voyons en tout cas votre carrière, qui n'a pas commencé sur le lac de Genève, mais bien avant, en France. Voyons ce portrait qui a été réalisé par l'une des journalistes de France 24, Laure Matos. La détermination d'un moine soldat et l'énergie d'un marathonien. Il aura tout de même fallu 30 ans à se passionner de course à pied pour devenir l'un des rois du monde, tout au moins en matière de commerce international. Au début des années 80, la gauche est au pouvoir en France. Pascal Lamy, diplômé de la fameuse École nationale d'administration, est membre du Parti socialiste depuis plus de 10 ans. En 1981, il devient le conseiller du ministre français de l'économie, Jacques Delors, son futur mentor en politique. Il le suit à Bruxelles lorsque ce père de l'Europe est nommé à la tête de la Commission européenne. Déjà, sa puissance de travail, sa parfaite maîtrise des dossiers est remarquée. C'est Delors qui le surnommera son moine soldat. 1994, l'aventure européenne prend fin pour un temps. Pascal Lamy rejoint le privé. Devenu numéro 2 du Crédit Lyonnais, il relève la Banque française en pleine déroute. Mais 1999 sonne l'heure du retour aux amours bruxelloises. Lamy devient commissaire européen en charge du commerce international grâce au soutien du Premier ministre français de l'époque, Lionel Jospin. Il impose alors son indépendance, ce qui déplaît à l'Élysée. Le président Chirac lui reproche de ne pas défendre les intérêts français concernant la politique agricole commune notamment. Cet homme de gauche et libéral veut démontrer que la mondialisation peut et doit profiter à tous, même aux pays sous-développés. Difficile de convaincre, comme le prouvera le fiasco du sommet de l'OMC à Cancun fin 2003, l'un de ses pires souvenirs en tant que commissaire européen. Ce qui ne l'empêche pas en 2005 de prendre la tête de l'OMC. À aujourd'hui 60 ans, ce père de 3 enfants tente de redonner souffle à la mission de l'organisation en relançant le cycle des négociations de Doha sur la libéralisation du commerce international et le développement, où il se heurte lui aussi à l'ardeur de la tâche. Madame la Présidente, Monsieur le Président. Alors Pascal Lamy, je crois que ce que vous redoutez le plus, c'est un échec comme à Cancun finalement avec ce cycle de Doha. C'est votre cauchemar? Non, quand on est aussi attaché que je le suis au succès d'une négociation essentielle pour les pays en voie de développement, évidemment qu'un échec, c'est une hantise. C'est un problème, c'est, disons, un cas de figure contre lequel on essaie de lutter. Bon. Simplement, ceux qui doivent se mettre d'accord sur les règles du commerce international, ce qui est ce que nous négocions à l'OMC, ce sont les États membres de l'OMC. C'est à eux de décider s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Je considère que une bonne négociation profitera à tout le monde. C'est pas un jeu à somme nulle, une négociation commerciale. Si vous faites mieux quelque chose que moi et que moi je fais mieux quelque chose que vous, vous avez intérêt à me l'acheter, moi j'ai intérêt à vous l'acheter. On sera tous les deux gagnants.
y compris dans ce grand problème de relation entre les pays développés et les pays en voie de développement. Donc, il y a un potentiel de croissance, de réduction de la pauvreté, qui est essentiel pour les pays en voie de développement. On sait très bien aujourd'hui que pour aider les pays en développement, bien sûr qu'il y a de l'aide publique au développement et qu'il la faut, mais leur insertion dans l'économie internationale, leur capacité à bénéficier de leurs ressources humaines, naturelles, est absolument essentielle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de donner un peu de plus à tout le monde. Alors, est-ce que ce texte de proposition de compromis, c'est votre dernière carte ? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Une négociation n'est pas un long fleuve tranquille qui prend sa source quelque part dans un joli endroit et qui se termine dans une grande mer quelque part. Il y a des rapides, il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Nous sommes, disons, quelque part aux alentours entre 2/3 et 80% de ce long chemin de la négociation. En prévoir la fin est difficile, même si nous savons que si elle devait se conclure, disons, plus tard que le printemps prochain, à ce moment-là, ce serait probablement encore plus difficile, notamment en raison du cycle politique aux États-Unis ou en Inde. Quand vous entendez Michel Barnier qui se dit profondément préoccupé par l'absence de réciprocité dans les mesures que vous proposez, qu'est-ce que vous lui répondez ? Je ne dialogue pas en public avec Michel Barnier pour une raison simple, c'est que Michel Barnier, ministre de l'Agriculture française, qui défend les intérêts de l'agriculture française, les défend d'abord à Bruxelles. Michel Barnier, ministre de l'Agriculture française, compte dans un des 27 États membres de l'Union qui cuisent la position européenne à Bruxelles. Donc je ne dialogue pas en direct avec chacun des ministre de chacun des États membres de l'Union, pas plus d'ailleurs que je ne le fais avec le sénateur de l'Oklahoma ou celui du Colorado. Mais la France est un acteur de poids. La France est un acteur de poids, bien entendu, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, et je dois faire très attention à ne pas intervenir à l'intérieur de ce jeu européen. Mettez-vous à la place du commissaire européen, qui est chargé de coordonner la position européenne, de négocier, de rendre compte de son mandat. Si moi je viens dans ses pattes dire « Oh, ben les Français veulent ceci, puis les Allemands veulent cela, puis les Italiens ». Non, c'est pas possible, ça. Je dois absolument, dans le cas des Européens, et spécifiquement dans le cas français, rester extrêmement réservé. Mais tout de même, est-ce que l'élection à l'Élysée de Nicolas Sarkozy, on connaît son énergie, sa volonté notamment de mieux protéger l'Europe, est-ce que cela change quelque chose dans ces négociations de l'OMC pour vous ? Ça change quelque chose, si ça change quelque chose dans la position européenne. On a vu que ça avait déjà changé, notamment il a eu cette volonté d'arracher un accord à Bruxelles, donc sa présence même à Bruxelles a déjà changé les choses. Est-ce que ça peut influer sur les négociations de l'OMC ? Il est certain que la position française, en tant qu'un des 27 États membres de l'Union européenne, prenant leurs décisions en matière de commerce international à la majorité qualifiée, il est certain que la France a une grande possibilité d'influencer cette négociation. Mais comme l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, sauf que les votes sont pondérés et que les grands États membres ont un peu plus de poids que les plus petits États membres dans le cadre de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas à l'OMC où tout le monde a le même poids. Mais on dit que vos rapports sont un peu difficiles avec Nicolas Sarkozy, c'est exact ou pas ? Qui dit ça ? Dans la presse, on dit que votre indépendance, encore une fois, n'est pas forcément toujours facile à gérer avec quelqu'un comme Nicolas Sarkozy qui est lui-même très sûr de ses positions. J'ai pas vu ça dans la presse. Nous nous sommes parlé il n'y a pas très longtemps de ça. Je lui ai demandé un rendez-vous à l'Élysée. Nous nous sommes parlé il y a une dizaine de jours et on a eu une très bonne conversation sur le fond. Je pense que Nicolas Sarkozy est suffisamment au fait de la vie internationale et des règles des organisations internationales pour comprendre que je ne peux pas faire mon travail si mon image, la réalité, ma réputation d'indépendance et de neutralité est mise en cause. Qu'est-ce que les Sud-Africains ou les Chinois ou les Australiens ou les Sénégalais vont penser de moi dans mes fonctions actuelles s'ils savent que j'essaie de tirer le tapis dans une direction ou une autre? C'est absolument impossible. Ce serait impossible. Pascal Lamy, vous le savez, notre émission est interactive et je vous propose d'écouter une question de Bertrand Gassen qui est le président d'honneur d'Attac. Écoutons-le. Bonjour Monsieur Lamy, j'ai une première question à vous poser. Je veux d'abord vous rappeler, comme l'a si bien écrit l'économiste Paul Béroc dans un livre assez classique maintenant, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, que les périodes de prospérité pour les pays développés, d'abord les Pays-Bas, ensuite l'Angleterre, ensuite les États-Unis, ont été des périodes de protectionnisme. Protectionnisme à domicile et libre-échangisme imposé bien sûr aux autres. Alors,
Et ceci sur 2 siècles d'histoire, le 19e et le 20e. Dans ces conditions, comment pouvez-vous, à l'OMC et vous-même, prétendre que c'est le libre-échange qui va permettre aux pays du Sud ou du tiers-monde, comme on voudra les appeler, de décoller? Votre réponse? Premier élément de la réponse, je n'ai pas tout à fait la même lecture de l'histoire économique que M. Cassen. Ce qu'il dit est vrai pour le 19e, qui a été l'ère coloniale par excellence, où les grandes puissances se protégeaient et obligeaient les pays qu'ils avaient colonisés à ouvrir leur commerce. Ça n'a pas été vrai pendant toute une partie du 20e. On sait très bien que c'est la crise protectionniste des années 30 qui a été, pour beaucoup, dans le plus terrible des conflits mondiaux qu'on ait connus au siècle dernier. Donc, ma lecture de l'histoire économique, récente en tout cas, c'est que l'ouverture des échanges, ça peut marcher. La fermeture des échanges, ça ne marche jamais. Deuxième élément, pour ce qui concerne les pays en voie de développement, ce sont les pays en voie de développement eux-mêmes qui demandent l'ouverture des échanges mondiaux. J'ai 2/3 de mes États membres ici sont des pays en voie de développement. Ils réclament à grands cris l'ouverture des échanges mondiaux. Et je fais plus confiance aux pays en voie de développement pour savoir ce qui est bon pour les pays en voie de développement que je ne le fais à un président d'ATTAC. Donc ATTAC n'est plus dans le coup. J'écoute mes États membres. Ce sont eux qui décident. Ce sont leurs gouvernements, ce sont leurs élus. Ils ne sont pas élus partout, mais il y en a beaucoup. Donc ce sont eux qui portent les intérêts de leur peuple. Et pas ATTAC, à ma connaissance. Nous allons y revenir, mais c'est la fin de la première partie de cette émission. Je vous propose de regarder ensemble le journal de France 24 et nous nous retrouvons dans quelques minutes. À tout de suite. Retour sur France 24 pour le Talk de Paris. Notre invité aujourd'hui est Pascal Lamy, le directeur général de l'OMC. Je rappelle que nous sommes à Genève, au siège de l'Organisation mondiale du commerce, qui abrite donc quelques 151 ambassadeurs qui négocient toute l'année des accords commerciaux et en ce moment les fameux accords de Doha qui sont destinés, je vous le rappelle, à permettre aux pays les plus pauvres d'être mieux intégrés dans la mondialisation d'aujourd'hui. C'est un objectif extrêmement compliqué et difficile à obtenir, mais néanmoins, que se passerait-il Pascal Lamy, si les négociations échouaient? Si les négociations échouaient, ce serait une mauvaise nouvelle pour la croissance mondiale. Ce serait une mauvaise nouvelle pour les pays en voie de développement. Ce serait une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui croient à un monde un peu plus régulé, un peu plus multilatéral, tous ceux qui essaient de maîtriser la mondialisation, et l'Organisation mondiale du commerce est un des blocs de cette possible maîtrise de la mondialisation. Et ce sera une très bonne nouvelle pour tous les partisans de la loi de la jungle et de la loi du plus fort. Et vous êtes aujourd'hui dans quel état d'esprit, compte tenu de votre dernière proposition? Vous êtes réaliste, optimiste, vous avez confiance? Je ne peux jamais être optimiste ni pessimiste. C'est une maladie que je ne peux pas contracter dans ma position. Ça me rendrait la vie impossible d'être soit l'un, soit l'autre. Je suis un peu activiste. J'essaie de faire avancer cette négociation parce que je crois que davantage d'ouverture des échanges, ça peut apporter davantage de développement, davantage de réduction de la pauvreté. Je ne dis pas que ça apporte automatiquement, mais ça peut apporter à condition que d'autres éléments de politique économique, de qualité des systèmes nationaux se mettent en place. Ça peut être une grande chance pour le développement. C'est, disons, ce que j'appelle le consensus de Genève par opposition à ce qu'on appelait avant le consensus de Washington. Et est-ce que vous n'êtes pas troublé tout de même en ce moment de voir qu'il y a tant d'appels au protectionnisme? Est-ce que, paradoxalement, alors que vous négociez donc cette mondialisation régulée, vous n'êtes pas inquiet de voir ces appels au retour au protectionnisme? Je les sens. Ils sont là, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine, en Chine, en Inde, en Afrique, partout. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là parce que beaucoup de populations, beaucoup de gens sur cette planète ont peur d'une mondialisation non régulée. Ils ont une espèce de crainte que, dès lors que tout ceci se joue maintenant au niveau planétaire, dès lors qu'ils ont le sentiment que les pouvoirs qu'ils ont élus, le pouvoir politique auquel ils sont accoutumés, n'a finalement pas beaucoup de prise là-dessus, ça crée des craintes.
C'est parfaitement normal. Hein, si j'ai un problème et que j'ai personne à qui m'adresser, je vais avoir la trouille. C'est absolument normal. Bon. La réponse, c'est quoi? Est-ce que c'est le protectionnisme? Non, c'est pas le protectionnisme. C'est davantage d'ouverture des uns par rapport aux autres. Ce serait d'ailleurs pour que les gens se comprennent un peu plus et un peu mieux. C'est une des vertus du commerce, hein, que de faire en sorte que les gens, en quelque sorte, se connectent les uns les autres, se connaissent mieux, profitent de ces différences qui font leur richesse. Donc il y a quelque chose de très important là-dedans. Et je pense que mieux on régulera la mondialisation, et mieux on fera face à ces craintes, encore une fois, que je trouve, dans l'état actuel des choses, parfaitement légitimes. Le système international, aujourd'hui, n'est pas assez puissant pour traiter un certain nombre de ces grandes questions. Les problèmes sont globaux, les pouvoirs politiques sont locaux. Alors vous parliez de crainte, de peur. Je vous propose d'écouter cette question de l'un des journalistes de France 24, Raphaël Kahn, qui concerne les OGM et les craintes qu'elles suscitent. Pascal Lamy, bonjour. L'OMC, dont vous êtes le directeur général, s'est opposé à de nombreuses reprises au moratoire décrété par plusieurs États membres de l'Union européenne sur les importations d'organismes génétiquement modifiés. Or, la Commission européenne devrait donner son feu vert d'ici 3 à 4 mois à la culture de pommes de terre transgéniques. Êtes-vous favorable à cette décision? Pensez-vous qu'elle entraînera à terme une plus grande ouverture de l'Europe aux importations d'OGM? Et en tant que Français et homme de gauche, quelle est votre position sur la question des OGM et de la sécurité alimentaire? Je n'ai pas à donner publiquement une position personnelle sur un sujet qui divise complètement les États membres de l'OMC. Hein? Moi, dans mes 150 États membres, 151 depuis cette semaine, il y en a plein qui sont pour et il y en a plein qui sont contre. Ils ne font pas la même analyse du risque. En gros, vous avez les cultures optimistes qui disent les OGM c'est nouveau, donc c'est bien. Et puis on verra bien si ça crée des problèmes. Et puis vous avez les cultures plus pessimistes qui disent on ne sait pas ce que ça va donner, donc prudence, précaution, aussi longtemps qu'on n'a pas tout regardé sous chaque pierre. D'accord, mais certains disent que les protections contre les OGM, c'est une forme de protectionnisme déguisé. C'est ce que les Américains disent en particulier. C'est là que l'Organisation mondiale du commerce, ces règles qui permettent de protéger l'environnement et de mettre des obstacles au commerce quand votre environnement ou votre santé, celle de votre population, celle de vos plantes, tout ça c'est parfaitement permis à l'OMC. Simplement, il y a ce qu'on appelle un mécanisme de règlement des différences, c'est-à-dire en fait un tribunal qui peut être saisi par les États membres et qui lui va déterminer au cas par cas si cette interdiction ou cet obstacle au commerce que vous mettez, il est effectivement fondé sur la précaution et la couverture d'un risque. Et ça, c'est une appréciation au cas par cas. Dans certains cas, ça a très bien marché. Quand les Européens ont interdit, si mes souvenirs sont bons, l'usage de l'amiante, le Canada a contesté et le tribunal a dit pas de problème, l'amiante, c'est pas bon pour la santé, donc les Européens ont raison. Dans le cas qui est évoqué par notre interlocuteur, ce que le tribunal de l'OMC a dit, c'est que les Européens ne pouvaient pas se doter d'une législation d'autorisation des OGM, ce qu'ils ont, au coup par coup, et la mettre de côté en disant on ne l'applique pas et pendant ce temps-là on fait un moratoire. Donc ça veut dire que la patate transgénique arrive en Europe? C'est possible, mais c'est une décision qui concerne les Européens entre eux. Bon. Et vous pourriez manger de la patate transgénique? Si je suis correctement informé en tant que consommateur, ce qui, habitant en l'occurrence en Suisse, sera sûrement le cas, parce que les Suisses là-dessus sont encore plus précautionneux que les Européens moyens. En tant que consommateur, c'est à moi de décider. Bon, on a raison de s'inquiéter ou pas? Écoutez, je ne suis pas assez scientifique pour répondre à cette question. Qu'on se pose des questions, ça me paraît normal. Mais je rencontre aussi très souvent des producteurs africains de coton qui me disent si on n'avait pas du coton OGM, alors toute une tapée de saloperies de bestioles mangerait nos champs et nos rendements sont bien meilleurs depuis qu'on a du coton OGM. Donc moi j'écoute les uns et les autres. Encore une fois, c'est pas à moi de donner une position publique sur un sujet qui est effectivement très difficile.
Autre motif de peur ou d'angoisse, c'est la Chine et cette puissance extraordinaire qui se développe. Un excédent commercial de 85% cette année en 2007. Les Brésiliens s'en inquiètent, les Indiens s'en inquiètent. Donc pas simplement nous, les Européens ou les Américains, mais tout le monde s'inquiète de la puissance de la Chine, qui ne respecte d'ailleurs pas toujours les règles. On voit les produits de mauvaise qualité qui arrivent notamment en Europe, au Portugal en particulier. Vous, cet excédent commercial chinois, ça vous préoccupe ? Non, il y a le problème du volume du commerce chinois, et puis il y a le problème de la qualité des produits chinois. Ça, c'est une affaire de contrôle à la frontière. Les Chinois contrôlent la qualité de ce qui rentre chez eux, les Européens contrôlent la qualité de ce qui rentre chez eux. Dès lors que c'est fait, encore une fois, pour des motifs de santé publique ou de sécurité, c'est parfaitement normal. Bon. Sur le volume, c'est vrai que, disons, l'insertion de la Chine dans l'économie internationale se fait de manière extrêmement rapide. Ils sont rentrés à l'OMC, la négociation a duré 15 ans, ils sont entrés dans des conditions dures. Ils ont dû modifier énormément leur système économique pour entrer à l'OMC, pour avoir cette espèce de label. Ils ont pris des engagements en matière d'ouverture de leur économie qui sont très importants. Les tarifs agricoles, les droits de douane agricoles chinois sont beaucoup moins élevés que les droits de douane agricoles européens ou japonais. La Chine reste un pays en voie de développement. Je prends cet exemple parce que ils ont beaucoup donné pour entrer. Maintenant, ils font partie du système. Ils doivent respecter les règles du système. On voit les Américains aujourd'hui qui disent si la monnaie chinoise n'est pas dévaluée, on va mettre des barrières tarifaires aux produits chinois. Vous avez vu, c'est une menace réelle. J'ai vu ça parce que je suis de près les travaux du Congrès. C'est une menace qui, pour l'instant, n'est pas encore arrivée du côté de l'Organisation mondiale du commerce. Nous, on a un système avec des règles. Certaines de ces règles, d'ailleurs, disent qu'on ne peut pas manipuler les taux de change pour se procurer des avantages commerciaux indus, ce qui est d'ailleurs la même règle que celle du Fonds monétaire international. Donc nous avons des règles. On essaie d'ailleurs de les moderniser, les adapter, d'où cette grosse négociation. Si un de nos États membres n'est pas satisfait de la manière dont un autre État membre applique les règles, nous avons un mécanisme de règlement différent. Un tribunal, un État peut saisir, les États-Unis peuvent saisir ce tribunal s'ils pensent que la Chine ne respecte pas les règles. La Chine peut saisir ce tribunal s'il pense que l'Inde ou l'Australie ne respectent pas ces règles. C'est ce qu'on appelle un système fondé sur des règles. Je crois que l'insertion de l'économie chinoise dans le système international se fait mieux avec la Chine à l'OMC qu'elle ne se ferait avec la Chine en dehors de l'OMC. Une autre question interactive, grâce à notre partenaire Dailymotion, une question du député Axel Poniatowski. Monsieur Lamy, je souhaiterais avoir votre opinion sur la TVA sociale. C'est un sujet important qui pourrait bientôt s'appliquer en France comme il s'applique dans d'autres pays européens. L'Europe est aujourd'hui le marché le plus ouvert qu'il soit et nous pensons qu'il est normal que notre protection sociale repose non pas simplement sur le travail des Européens, mais également sur leur consommation et en particulier sur la consommation de produits importés. En tant que directeur de l'OMC, que pensez-vous de l'adoption de la TVA sociale en France ? Pascal Lamy. Question délicate parce qu'encore une fois, je ne peux pas m'exprimer sur des sujets de politique intérieure française. Mais disons que je réponds en tant qu'expert économique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Poniatowski quand il dit que l'Europe est le marché le plus ouvert qui soit. C'est vrai dans certains domaines, c'est pas vrai dans d'autres. Bon. Sur la TVA sociale, du point de vue du commerce international, augmenter la TVA, c'est comme faire une dévaluation. Comme on faisait au siècle dernier, ça renchérit le coût des importations et ça donne un avantage comparatif sur les marchés extérieurs parce que vous baissez le coût de vos exportations. Et donc tout dépend du plan d'accompagnement de la dévaluation. Ce sont les mesures d'accompagnement qui décident si c'est une bonne opération ou une mauvaise opération. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse a posteriori, a priori et dans l'absolu. Une autre question interactive grâce à notre partenaire Dailymotion, une question de Alain Lipitz, député européen du groupe des Verts. Bonsoir Pascal Lamy, je vais être très franc avec vous, je n'approuve pas vraiment le deal que vous proposez aux pays du tiers-monde dans lequel ils ouvriraient leur marché des services publics et de leurs services financiers et nous ouvririons notre marché des biens alimentaires. Je crois que chacun doit plutôt défendre sa sécurité alimentaire et qu'il faut aider les pays du tiers-monde à développer leurs propres services. Mais plus loin, croyez-vous que ça va marcher ?
la conférence de Berlin a échoué. Plus grand monde ne croit à l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis développent des accords bilatéraux. Le commissaire Mandelson pour l'Union européenne vient de leur emboîter le pas. Croyez-vous que l'Organisation mondiale du commerce est un avenir ? Drôle de question pour le directeur général de l'OMC. Non, c'est une question parfaitement normale. Là aussi, petite précision, si Alain Lipietz pense que les pays en voie de développement vont être forcés d'ouvrir leurs services publics dans une négociation, il se trompe. Il faut qu'il regarde d'un peu plus près ce qui se passe. Personne ne demande, ni en tout cas n'oblige, les pays en voie de développement à ouvrir leurs services publics. C'est à chacun des États membres de l'OMC de décider en matière de services, et en particulier en matière de services publics, s'il veut ouvrir son marché national à la concurrence ou non. Donc rien n'est obligatoire pour personne. Sur le fond, je crois qu'Alain Lipietz a un point, il a raison quand il dit que si cette négociation devait échouer et si, disons, l'OMC en tant que régulateur du commerce international devait être affaibli, alors c'est le bilatéral qui prendra le dessus. Et c'est vrai que les gros États, les grands balèzes du système, les Américains, les Européens, les Japonais, même les Chinois, même les Indiens d'ailleurs d'un certain point de vue aujourd'hui, eux, ils ont le choix entre la voie bilatérale qui leur permet d'exploiter leur puissance et la voie multilatérale où les plus petits ont une voie qui pèse davantage que dans la voie bilatérale. Donc là-dessus, je trouve que Lipietz a raison. Si l'OMC est affaibli, alors il y aura davantage de bilatéral. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la voie de la jungle. Pour les plus forts, c'est pas mal. Pour les plus petits, pour les plus faibles, pour les plus pauvres, c'est beaucoup moins bien. Une autre question de Bernard Cassen, le président d'honneur d'Attac. On observe, monsieur Lamy, une sorte de prolifération du commerce international. On voit que dans les statistiques de vos services, on voit qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'augmentation du commerce et l'augmentation de la production mondiale, le commerce augmentant beaucoup plus vite. Donc il s'échange de plus en plus de choses et souvent les mêmes choses. Ne pensez-vous pas qu'il y a une sorte de prolifération cancéreuse du commerce, c'est-à-dire moi vous êtes japonais, je vous achète un crayon qui va venir en France et vous le japonais, vous m'achetez un crayon qui va venir de France. Donc il y a une grande partie du commerce qui est totalement parasitaire, totalement inutile. Et ceci a un coût écologique gigantesque. Dans la mesure où on n'incorpore pas les coûts écologiques de l'émission des gaz à effet de serre, etc., dans les prix, on est dans un système, disons, faussé. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait moins de commerce parce qu'il faut qu'il y ait moins de transport ? Pascal Lamy ? Non. La conception de Cassin du commerce comme une espèce de gangrène du système international, une espèce de cancer, m'a toujours ahuri. Encore une fois, si c'était un tel cancer et si c'était une telle gangrène, pourquoi depuis les millénaires l'humanité commerce-t-elle ? Sur la question précise, est-ce que le commerce international est une bonne chose ou une mauvaise chose pour l'environnement ? Ça dépend. Il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des cas où c'est une bonne chose pour l'environnement. Si l'Égypte devait produire toutes les céréales que l'Égypte consomme, il n'y aurait pas assez d'eau dans le Nil. C'est très bien du point de vue écologique que les Égyptiens ne sortent pas l'eau du Nil pour arroser les céréales et importent ça de pays où il y a davantage d'eau. Donc, c'est un cas où le commerce international est favorable à l'environnement. Par contre, et sur le transport, je trouve qu'il n'a pas forcément tort, si le prix de l'énergie sur les marchés mondiaux ne reflète pas ce que les économistes appellent l'externalité du dommage environnemental d'une hyperconsommation de combustibles fossiles, alors effectivement, il peut y avoir un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prix de l'énergie ne reflètent probablement pas tout le coût des émissions de gaz de carbone et que, de ce point de vue-là, il y a peut-être un enjeu de régulation internationale. Eh bien, cela vous laisse sans doute beaucoup de travail. Ce sera aussi le mot de la fin. Pascal Lamy, je vous remercie d'avoir participé à cette émission, ici à Genève, au siège de l'OMC. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Talk de Paris.